d'avoir parfaitement balayé cette pathologie complexe et difficile dans le temps court qui t'était imparti. Nous allons passer maintenant au glaucome du myope avec le professeur Jean-Paul Renard. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et bravo pour l'organisation des professeurs Philippe Aptel et de Muriel. Alors, la myopie, on l'a vu, on en a parlé ce matin, est un facteur de risque oculaire important qui, on le sait, eh bien, va être à l'origine de formes particulières du glaucome et en particulier avec des caractéristiques physiopathologiques et cliniques qui sont assez importantes, qui sont source d'un diagnostic difficile et surtout d'un suivi qui est difficile. Alors, les dernières études, comme vous le voyez ici, rapportent que la prévalence chez les sujets jeunes, elle atteint 47% avec une projection en 2050. Certes, il y a beaucoup d'études asiatiques dans cette projection, mais si on prend les études européennes, vous voyez qu'on atteint une proportion de 38%. Là, cela rapporte également l'étude de Nicolas Levéziel qui avait, sur plus de 100 000 sujets, mais sur une population de 10 à 99 ans, avait montré une fréquence globale de 40% et une myopie forte chez plus de 5%. La dernière méta-analyse qui a été évoquée ce matin a rapporté, comme on l'a vu, une augmentation à partir de la myopie de 6 dioptries et au-delà. Et on voit que le risque augmente nettement de 1,50 à 4. Et ceci laisse supposer et suggérer la physiopathologie avec l'allongement du globe et au fur et à mesure la verticalisation de la tête du nerf optique. Et on a bien démontré qu'il existait des lésions physiologiques au niveau de la tête du nerf optique pour une longueur axiale supérieure à 26 mm de long. Et ces lésions entraînent une diminution de la résistance axiale structurale de la sclère, une modification de la lame criblée qui va être attirée du fait de l'amincement scléral autour de la tête du nerf optique, avec une lame criblée qui s'amincit et qui va être projetée vers l'avant, avec associé une diminution du flux sanguin et également avec l'atrophie de l'épithélium pigmentaire et de la choroïde, un certain nombre d'éléments qui vont diminuer l'arrivée des molécules essentielles pour le fonctionnement cellulaire et pour la lutte contre les valeurs oxydatives. En revanche, on n'a pas démontré qu'il existait que c'était un facteur de risque de progression. Alors rapidement, les particularités cliniques, on a montré que la pression intraoculaire n'est pas plus forte en fonction du degré de myopie, certainement du fait de la résistance sclérale comme on l'a vu, et que pour une même atteinte glaucomateuse, la pression intraoculaire du myope fort est inférieure à celle du sujet hémétrope. L'épaisseur cornéenne centrale, comme l'avait démontré Éric Sellem, en fait, il n'y a pas de variation en fonction du degré de la myopie. Il n'y a pas non plus de corrélation avec la longueur axiale, ni avec l'épaisseur de la lame criblée. Et on retient actuellement que tout myope fort qui présente une pression intraoculaire supérieure à 17 mm de mercure doit faire suspecter un glaucome jusqu'à preuve du contraire, surtout qu'il existe de plus amples fluctuations de la pression intraoculaire à l'effort chez le myope fort du fait de cette résistance sclérale. Je passerai rapidement après chirurgie réfractive. J'avais supprimé quelques diapositives, mais visiblement, ce n'est pas le cas. L'angle irido-cornéen peut avoir un aspect normal, il peut être dysgénétique ou il peut être tout à fait concave. Là, au niveau de la papille et des fibres nerveuses rétiniennes, elle est parfois normale, mais souvent avec des zones d'atrophie et souvent dysmorphiques. On retiendra que l'allongement axial est responsable d'une ovalisation de la tête et d'une latéralisation du disque optique avec un diamètre horizontal qui diminue, que toute longueur axiale qui augmente l'ouverture de la membrane de Bruch qui marque, je vous le rappelle, la tête du nerf optique et donc qui va augmenter cette ouverture et que la taille du disque optique est corrélée à la prévalence du glaucome angulaire chez les myopes forts. On a démontré qu'il existait 4 zones d'atrophie péripapillaire. La zone alpha, qui est une modification de la pigmentation au niveau de l'épithélium pigmentaire. La zone bêta, qui en fait est une disparition de l'épithélium pigmentaire, mais une persistance de la membrane de Bruch. Une zone gamma, où disparaît la membrane de Bruch, et une zone delta, qui correspond à l'affinement de la bande sclérale. Il est évident que les zones gamma et delta ne sont pas distinguées par rapport à la zone bêta à l'examen du fond d'œil et sur les rétinographies, car on voit la sclérotique qui est blanche. Cette épaisseur de la papille, on l'a vu, l'évaluation est difficile de l'anneau neurorétinien, avec une excavation qui est souvent absente, même dans les glaucomes évolués, comme on le sait sur les rétinophotographies.
On voit très bien qu'il faut regarder sur ces papilles de glaucome les pôles supérieurs et inférieurs pour rechercher une excavation papillaire et une encoche au niveau des différents vaisseaux. On ne retrouve pas la règle ISNT et on voit ainsi un certain nombre d'excavations caractéristiques. Ce n'est pas toujours évident. Sur cette papille, si vous regardez bien, et si on regarde l'évolution quelques temps après, il n'est pas évident de mettre en évidence, en revanche, s'il existe une hémorragie du disque optique. La prévalence des lésions non glaucomateuses augmente avec la longueur axiale. Et on a démontré qu'avec l'augmentation de la longueur axiale, eh bien, le disque optique part sur le côté et le paquet de fibres temporales des fibres nerveuses rétiniennes va se rétrécir au niveau du pôle postérieur. Et vous voyez qu'au niveau, on va avoir un déplacement latéral des pics des épaisseurs les plus importantes au niveau de l'OCT. On aura au niveau du GCC toujours une altération du fait de l'amincissement global par rapport aux bases normatives des appareils qui n'ont pas de référence au niveau d'une population myope fort du même âge. De même que dans les disversions, tout examen initial servira pour le suivi. Alors, c'est sûr que dans les myopies très fortes, vous le voyez, l'OCT ne nous apporte rien. En revanche, le spectralis, avec l'analyse de l'ouverture de la membrane de Bruch et la mesure, comme vous le savez, de minimum de l'anneau neurorétinien au niveau de la terminaison de la membrane de Bruch, présente un intérêt diagnostique important. Mais vous voyez que sur cette image, sur la partie droite, il y a une mauvaise localisation de la terminaison de la membrane de Bruch qui a été automatique par l'appareil et que nous-mêmes, nous pouvons corriger cette terminaison et redresser un peu l'erreur, puisque dans 30% des cas, chez les myopes, il existe des erreurs de segmentation. Donc, éventuellement, analyse du complexe maculaire cellulaire ganglionnaire s'il n'existe pas de lésion myopique et un seul OCT présente une base normative. Rapidement, sur la périmétrie dans la myopie forte, on connaît une diminution de la sensibilité globale, un élargissement de la tache aveugle et certains scotomes centraux secaux, alors que dans le glaucome, on a toujours un respect du méridien horizontal et le scotome de Bjerreaume. On voit que, ainsi, dans certaines études, ici, on peut se poser la question s'il n'y a pas de glaucome. Ici, il y a un glaucome probable puisqu'on a un méridien horizontal qui est respecté, mais il faut toujours confronter avec l'aspect de la rétinophotographie, comme on peut le voir ici, où on aura ainsi un élément complémentaire qui permettra d'assurer le diagnostic. La cause des déficits doit s'associer de cet examen pour vérifier de l'incriminer faussement à un glaucome. De même qu'une progression d'un déficit, comme on le voit ici, lorsqu'il existe dans certains cas une zone d'atrophie qui peut progresser chez le myope. D'où l'intérêt d'avoir des relevés avec l'ensemble des éléments à la fois photographiques, fonctionnels et éléments. Les derniers éléments de cette dernière étude qui vient d'apparaître rapporte que, en fonction de la déviation et de la disversion de la tête du nerf optique, si elle est inférieure, on aura essentiellement des déficits campimétriques supérieurs et inversement dans l'autre cas. Pour les citer, les formes cliniques du glaucome du myope, c'est la forme dont nous venons de parler, où l'intérêt sera dans le suivi, comme on le voit ici, des programmes d'analyse de progression à partir des éléments initiaux, fonctionnels et structuraux. Le glaucome pigmentaire est une forme de glaucome du sujet myope, comme on vient d'en parler avec Hélène. C'est le sujet jeune, en pleine activité, avec se méfier donc de l'attention chez ces sujets qui parlent de céphalée, avec un blocage pupillaire inverse, et rechercher cette excavation irienne. Le glaucome cortisonique, il est plus fréquent chez le myope, le risque est multiplié par 6, et le glaucome peut persister après le traitement. Enfin, il existe des myopies fortes avec des glaucomes à angle fermé, dont on a parlé aujourd'hui. L'iris plateau est possible, la fermeture secondaire par poussée postérieure et les cristallins plus petits, peu épais. En deux mots, le traitement, c'est le même que le traitement du glaucome à angle ouvert, en recherchant une pression plus basse, surtout s'il existe d'autres facteurs de risque, souvent limités à la mesure de la pression intraoculaire, traitement médical inchangé, le SLT idem, proscrire en revanche les anti-inflammatoires stéroïdiens en post-SLT, préférer les AINS,
et une IP éventuelle. Pour les MIGS, on a très peu de résultats actuellement à ce jour qui soient intéressants pour le recommander, et c'est la chirurgie filtrante qui a été très bien développée tout à l'heure et qui pose cependant chez les sujets myopes des problèmes de reconnaissance de repères et un taux plus important de maculopathie d'hypotonie plus fréquente, d'où une surveillance et une attention avec un protocole très rigoureux. En conclusion, il faut retenir que c'est un faisceau d'arguments qui permet de poser le diagnostic de glaucome du myope, pour ne pas confondre, et c'est surtout le suivi de l'évolution et de la progression qui va permettre d'assurer le diagnostic. Enfin, la nécessité de développer des bases normatives avec tous nos appareils universels pour la myopie. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Jean-Paul, très belle communication. Et pour terminer cette session, on va appeler le professeur